Damos comienzo a la solemne sesión oficial de recepción del ilustrísimo señor doctor Jean-Pierre Dantin como académico correspondiente para Suiza. El excelentísimo señor vicesecretario procederá a la lectura del acta de elección del nuevo académico. Que en el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales Plenarias de Académicos de Número, figura en fecha de 10 de diciembre de 2015 el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico correspondiente para Suiza al ilustrísimo señor doctor Jean-Pierre Dantin, tras seguir todos los requisitos estatutarios y reglamentarios. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la Academia? Sí, me ratifico. ¿Prometéis por Dios y vuestro honor guardar su estatuto y trabajar por ella, defendiéndola y aportando vuestra cooperación? Sí, prometo. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. La crise financière de 2008 et la crise économique qui a suivi constituent les événements économiques dominants depuis la Grande Dépression des années 30. D'importantes remises en question dans nos connaissances et nos pratiques en découlent inévitablement. C'est particulièrement le cas pour la politique monétaire, qui a été à l'avant-plan de la réaction immédiate au déclenchement de la crise, qui a été un acteur esseulé dans le combat pour favoriser un retour à la normale, mais aussi sur le banc des accusés, parmi les co-responsables de la crise elle-même. Dans tous les pays économiquement avancés, la politique monétaire est aujourd'hui déléguée à une institution technocratique indépendante du pouvoir politique. Cette distance par rapport aux politiques peut être troublante du point de vue démocratique et elle est effectivement souvent contestée. Je vais argumenter qu'elle est en fait parfaitement justifiable. Elle est parfaitement justifiable parce que le principe de délégation est pleinement acceptable et usuel en démocratie, dès lors qu'il est assorti d'une définition claire du mandat et de la responsabilité de rendre des comptes. En août 2007, alors que les premiers coups de tonnerre annonciateurs de la crise se faisaient entendre, les banquiers centraux pouvaient donc se réjouir d'un succès majeur et un sentiment de confiance quant à la capacité de remplir leur mandat dominé. Et je voudrais ici souligner que ce succès en est réellement un et qu'il était en effet digne d'être célébré. Des erreurs ont été commises, mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui a été accompli avant la crise sur le front de la politique monétaire constitue une des grandes conquêtes en sciences humaines et cet accomplissement ne doit pas disparaître sous les critiques qui portent sur d'autres aspects du mandat ou du rôle des banques centrales. Paradoxalement, les banques centrales sont à la fois sur le podium et sur le banc d'accusation. Sur le podium parce qu'il est presque universellement reconnu que les mesures de politique monétaire qui ont été prises à l'automne 2008, c'est-à-dire immédiatement après la faillite de la banque Lehman Brothers et le déclenchement de la crise financière, ces mesures ont été appropriées et efficaces. Elles ont empêché l'économie mondiale de glisser sur un chemin qui aurait pu conduire à une deuxième grande dépression. Mais, simultanément, les banques centrales sont accusées de ne pas avoir vu venir la crise et de ne pas avoir empêché son déclenchement. Cette critique est-elle justifiée? Peut-on réconcilier ces points de vue en apparence opposés? On peut dire que nous avons laissé les banques être trop fragiles, largement par ignorance.
Simultanément, les incitants économiques conduisaient ces mêmes banques à vouloir elles-mêmes être exagérément fragiles. Ici, je place au cœur du problème la conjonction de deux institutions vénérables, la responsabilité limitée, d'une part, l'effet de levier obtenu par l'entêtement, d'autre part. Les avancées en matière de management des risques conduisaient les banques et les régulateurs à rechercher dans le cas des uns, à admettre dans le cas des autres, des niveaux d'endettement très élevés. Mais ces taux d'endettement très élevés que l'on ne retrouve que dans le monde financier, combinés avec le fait juridique de la responsabilité limitée, conduisent à des situations où les perspectives de gains personnels et institutionnels découlant de prises de risques très élevées dominaient de très loin les conséquences négatives qui pouvaient s'ensuivre lorsque ou si ces prises de risques tournaient mal. L'un dans l'autre, on peut dire que les banques centrales ont été complices dans la surestimation des bénéfices pratiques de développement intellectuel avérés, et elles ont été aussi coupables d'une certaine complaisance en matière de prévention, complaisance liée à une mauvaise perception de la probabilité et du coût d'une crise financière globale. Avec la faillite de Lehman Brothers le 15 septembre 2008, les marchés financiers sont entrés dans un mode de réelle panique. Cela a conduit les banques centrales d'abord à abaisser leur taux d'intérêt à un niveau proche de zéro, et puis dans les mois qui ont suivi, de manière répétée, à assumer leur rôle de prêteurs en dernier ressort par des injections massives de liquidités sur les marchés, mais aussi par des aides individuelles à un grand nombre d'établissements financiers en difficulté. Si la banque en question a une taille qui n'est pas négligeable, l'économie réelle de votre région ou de votre pays en sera profondément affectée et uniquement dans un sens négatif. Il est donc impératif, non seulement pour la stabilité financière, mais aussi pour la santé macroéconomique, que le système financier et de paiement ne soit pas immobilisé de telle manière, et c'est là et uniquement là que réside le sens de l'action des banques centrales dans leur fonction de prêteurs en dernier ressort. Une des leçons les plus claires de la crise que nous venons de vivre est qu'il faut redoubler d'efforts préventifs pour minimiser la fréquence de telles catastrophes. Mais faute de pouvoir garantir qu'elles n'arriveront plus, une deuxième leçon est qu'il faut être mieux préparé pour y faire face. Et ceci impose de conserver une marge de manœuvre budgétaire pour les événements rares, mais particulièrement douloureux que sont les crises graves, car c'est lors de ces épisodes que les politiques budgétaires sont à la fois les plus efficaces et les plus indispensables. Selon moi, la leçon prend la forme suivante. L'équilibre du budget public doit être de mise sur la durée d'un cycle économique. Une disposition constitutionnelle telle que le frein à l'endettement qui a vigueur en Suisse est une bonne manière d'y parvenir. Dans de nombreux pays, la propriété individuelle d'un bien immobilier est considérée comme un but social, parfois même inscrit dans la Constitution. Mais la justification de cet objectif ne devrait pas être acceptée comme un dogme. J'en prends pour preuve le fait que les taux de propriété sont très différents sur le plan international. Il est difficile de prétendre qu'ils correspondent à des différences de bien-être significatives. Ainsi, l'Allemagne et la Suisse ont une proportion de propriétaires bien inférieure à la moyenne européenne. Mais il n'est pas apparent que les Allemands et les Suisses sont fondamentalement moins bien lotis en termes de bien-être, ou même en termes de logement, que les Italiens, qui, eux, sont propriétaires à plus de 75%. De même, l'augmentation du taux de propriété aux États-Unis avant la crise n'a été que de la poudre aux yeux. Dans un marché immobilier qui fonctionne bien, il y a des avantages à être locataire, comme il y en a à être propriétaire, et à la marge, la différence est sans doute très faible. Sans engager plus avant une discussion philosophique sur l'impact de la propriété d'un bien immobilier sur le bien-être, je voudrais simplement énoncer la proposition que le jeu n'en vaut pas la chandelle. En d'autres mots, il n'est pas justifié de faire prendre des risques potentiellement désastreux à la société en laissant libre cours à une exubérance immobilière douteuse, avec pour seul résultat de permettre l'accès à la propriété à quelques ménages qui ne peuvent pas se le permettre en toute sécurité. Sur le plan intellectuel, on peut donc dire que la crise n'aura pas été inutile. Pour que ces leçons soient véritablement mises à profit, il faudra cependant faire preuve de clairvoyance et de volonté. Clairvoyance pour préserver l'héritage positif du passé, l'indépendance des banques centrales, tout en reconnaissant les limites de l'action monétaire. Les banques centrales ne sont pas toutes puissantes. Volonté de reconstituer une marge de manœuvre budgétaire
afin d'être mieux armés pour amortir les chocs futurs, volonté d'aller plus loin en matière de coordination des politiques économiques pour pouvoir mieux gérer les défis macroéconomiques en période de taux bas, et volonté enfin de payer le prix de la précaution afin d'éviter les risques excessifs et socialement injustifiés. Merci de votre attention. Quedamos muy esperanzados con las aportaciones que nos haga el doctor Dantin en el futuro. Hoy me ha quedado al oírle muchas preguntas en el aire que nos hubiese gustado hacerle. El pasado día 12 de octubre, nuestro académico correspondiente para los Estados Unidos de Norteamérica, el doctor Joseph Stiglitz, en una entrevista publicada en La Vanguardia de Barcelona, afirmaba que el euro reparte sufrimiento y así acabará por dividir a la Unión Europea. Y añade que desde su concepción adolece de efectos estructurales. Nos agradaría que el nuevo académico para la Confederación Helvética nos hiciera aportaciones con su punto de vista de, por ejemplo, qué puede ocurrir con la moneda única y qué habría que hacer, según su punto de vista, para consolidarla. Creo sinceramente que la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España ha tenido un gran acierto en investir al ilustrísimo señor doctor Jean-Pierre Dantin, a quien en nombre propio y en el de esta Real Corporación deseo felicitarle por su nombramiento y por su magnífico discurso de ingreso. Muchas gracias.